Philippe Garnier se tenait devant la porte bleue délavée, le poing levé, incapable de frapper. Ses articulations blanchissaient sous l'effort de retenir son bras tremblant. Derrière lui, la rue du Paquier s'étendait déserte sous la neige, qui commençait à tomber en flocons épais. Les lumières de Noël accrochées aux façades de pierre formaient des halos dorés dans la brume glaciale. Il était 22 heures passées en ce 18 décembre et Philippe Garnier, ancien magnat de l'hôtellerie, n'avait nulle part où aller. Le froid lui mordait les joues avec une violence qu'il n'avait pas connue depuis son enfance à Chambéry, quand il dormait dans un foyer pour enfants abandonnés et que les radiateurs ne fonctionnaient qu'1 jour sur 2. Cela faisait 35 ans qu'il avait échappé à cette vie. 35 ans de construction acharnée, de succès, de prestige. Et maintenant, à 53 ans, il se retrouvait à mendier l'hospitalité d'une inconnue dans une ruelle d'Annecy. Il frappa enfin. 3 coups secs qui résonnèrent dans le silence ouaté de la neige. Des pas se firent entendre à l'intérieur, puis une voix de femme, prudente. « Qui est là ?» Philippe déglutit. Sa gorge était si sèche que les mots sortirent rauques. « Je suis désolé de vous déranger à cette heure. Je m'appelle Philippe. J'ai besoin d'aide. » Un silence. Long. Pesant. Philippe imagina la femme derrière la porte, se demandant si elle devait ouvrir à un étranger en pleine nuit. Il ne pouvait pas lui en vouloir. À sa place, il aurait probablement appelé la police. Mais la porte s'entr'ouvrit. Une femme apparut dans l'embrasure, la quarantaine, les cheveux châtains attachés en une queue de cheval négligée. Elle portait un pull épais au col élimé et un jean délavé. Ses yeux gris le scrutèrent avec un mélange de méfiance et d'épuisement. Derrière elle, Philippe aperçut un intérieur modeste, un couloir étroit aux murs jaunes écaillés, un porte-manteau surchargé de manteaux d'enfants, une odeur de soupe réchauffée. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sans agressivité, juste avec la lassitude de quelqu'un qui a appris à se méfier. Philippe baissa les yeux. Son costume 3 pièces, autrefois symbole de sa réussite, était froissé et taché. Ses chaussures en cuir italien étaient trempées et éraflées. Il devait avoir l'air pathétique. « Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je ne suis pas dangereux. Sa voix se brisa. « Je vous en prie. Juste un coin au chaud. Je partirai à l'aube. » La femme l'observa longuement. Philippe vit son regard s'attarder sur ses mains. Des mains d'homme qui n'avaient jamais fait de travail manuel, manucurées malgré la crasse récente. Puis sur son visage, des traits fins, une barbe de 3 jours, des cernes profonds. Elle sembla prendre une décision. « Entrez. Mais vous dormirez sur le canapé du salon. Et si j'entends le moindre bruit suspect, j'ai un téléphone et des voisins. » Philippe hocha la tête, trop soulagé pour parler. Il franchit le seuil et la chaleur de la maison l'enveloppa comme une couverture. Ses jambes faillirent céder sous lui. « Asseyez-vous là, » dit la femme en désignant un canapé en tissu bleu marine au salon. « Je vais vous chercher des couvertures. » Elle disparut dans un escalier étroit. Philippe s'effondra sur le canapé et pour la première fois depuis des semaines, il sentit les larmes monter. Il les refoula avec rage. Il ne s'autoriserait pas à pleurer. Pas maintenant. Pas encore. Le salon était petit mais ordonné. Un sapin de Noël artificiel trônait dans un coin, décoré avec des guirlandes en papier visiblement fabriquées par des enfants. Sous l'arbre, quelques paquets emballés dans du papier journal. Pas de télévision neuve, pas de console de jeux dernière génération, juste l'essentiel. Sur le manteau de la cheminée, des photos encadrées, une femme, sans doute celle qui venait de l'accueillir, plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme en uniforme de pompier. 3 enfants de différents âges. La photo suivante montrait les mêmes enfants. Mais l'homme avait disparu. La femme ne souriait plus. Voilà. La femme réapparut avec 2 couvertures polaires et un oreiller. La salle de bain est au fond du couloir si vous en avez besoin. Il y a du savon et des serviettes propres. Merci, murmura Philippe. Merci infiniment. Comment vous appelez-vous ? Céline. Céline Moreau. Elle croisa les bras. Et vous ? Philippe comment ? Il hésita une fraction de seconde. Puis, Garnier. Philippe Garnier. Si le nom lui disait quelque chose, elle ne le montra pas. Elle hocha simplement la tête. Bon, je monte me coucher. Mes enfants dorment à l'étage. Je ne veux pas qu'ils soient réveillés ou effrayés. Compris ? Compris. Bien. Bonne nuit, monsieur Garnier. Elle éteignit la lumière du salon, ne laissant que la lueur du réverbère filtrer à travers les volets. Ses pas résonnèrent dans l'escalier,
puis le silence retomba. Philippe resta assis dans le noir, enveloppé dans les couvertures qui sentaient la lessive bon marché. Il ferma les yeux et tenta de calmer les battements désordonnés de son cœur. Comment en était-il arrivé là? 6 mois plus tôt, il présidait le conseil d'administration de Garnier Hotels and Resorts dans une salle de conférence au sommet d'un immeuble de Lyon. 14 établissements de luxe répartis entre Chamonix, Annecy, Megève et Courchevel. Un empire bâti sur 25 ans de travail acharné. Il se souvenait encore du premier hôtel qu'il avait racheté avec un prêt bancaire insensé. Une bâtisse délabrée à Talloires, au bord du lac d'Annecy. Il l'avait transformé en un joyau qui attirait la clientèle internationale. Puis était venu Marc Dufresne, son associé, un homme charmant, brillant financier, qui lui avait proposé d'agrandir l'empire en investissant dans l'immobilier de luxe. Philippe avait eu des doutes. Mais Marc avait insisté. Le marché était en pleine croissance, les opportunités immenses. Philippe avait cédé. Il avait signé les contrats, transféré les fonds, fait confiance. Et Marc avait disparu avec 30 millions d'euros. Quand Philippe avait découvert la vérité, les faux documents, les comptes offshore, les sociétés écrans, il était déjà trop tard. Les créanciers s'étaient abattus sur lui comme des vautours. Les banques avaient saisi ses biens. Les médias avaient déterré chaque scandale, chaque transaction douteuse que Marc avait menée en son nom. En quelques semaines, Philippe était passé du statut de capitaine d'industrie à celui d'escroc ruiné. Sa fille, Juliette, installée à Montréal depuis 10 ans, avait refusé de répondre à ses appels. « Tu as toujours choisi l'argent plutôt que nous », lui avait-elle écrit dans un dernier message glacial. « Ne me contacte plus ». Philippe rouvrit les yeux dans l'obscurité du salon. Le pire, c'était qu'elle avait raison. Il avait été un père absent, obsédé par ses hôtels, ses rendez-vous, ses profits. Sa femme, Catherine, était morte d'un cancer quand Juliette avait 16 ans. Il n'avait même pas pris de congé pour être à ses côtés durant la chimiothérapie. Il avait payé les meilleurs médecins et s'était dit que cela suffisait. Un sanglot lui échappa. Il le refoula en se mordant le poing. Au-dessus de lui, des voix étouffées lui parvinrent, des enfants qui parlaient. Philippe tendit l'oreille malgré lui. « Maman, tu crois que je pourrais aller à Genève avec ma classe ?» C'était une voix de garçon, préadolescent, pleine d'espoir et d'inquiétude mêlée. « Je ne sais pas, Martin. » La voix de Céline, fatiguée. « Ça coûte 40 €. Je vais voir si je peux mettre de côté. Mais c'est dans 3 semaines. Je sais, mon chéri, je vais essayer, je te promets. » Un silence. Puis une autre voix plus jeune, féminine. « Maman, est-ce que je pourrais un jour apprendre le violon? Comme papa ?» Philippe sentit son cœur se serrer. Il imagina cette petite fille rêvant de suivre les traces de son père disparu. « Sophie. » La voix de Céline tremblait légèrement. « Tu sais que c'est compliqué. Les cours coûtent très cher. Et il faut acheter un instrument. Mais papa disait que la musique c'était important. Je sais, et ça l'est. Mais parfois dans la vie on ne peut pas tout avoir. » Philippe ferma les yeux. Il se revit à 8 ans, suppliant l'éducatrice du foyer de l'inscrire à un cours de natation. Elle lui avait répondu la même chose. Parfois dans la vie on ne peut pas tout avoir. Cette phrase l'avait hanté. Elle l'avait poussé à travailler comme un forcené, à réussir coûte que coûte, pour ne plus jamais l'entendre. Une troisième voix s'éleva, celle d'un tout petit garçon. « Maman, le Père Noël, il existe pour de vrai ?»« Bien sûr, Théo. Alors pourquoi tu as dit qu'il fallait être raisonnable cette année ?» Un long silence. Philippe imagina Céline cherchant ses mots, coincée entre l'envie de préserver l'innocence de son fils et la dureté de leur réalité. « Parce que le Père Noël a beaucoup d'enfants à servir, mon cœur, et qu'il faut penser aux autres. Tu comprends? Mais moi, je voulais juste un livre sur les dinosaures. C'est pas beaucoup, non ?» La voix de Céline se brisa. « Non, mon bébé, ce n'est pas beaucoup. Va dormir maintenant. Fais de beaux rêves. » Les lumières s'éteignirent à l'étage. Philippe resta assis dans le noir, les mains tremblantes. Ces voix d'enfant résonnaient en lui comme des cloches d'église un jour d'enterrement. Elles réveillaient des souvenirs qu'il avait enfouis depuis des décennies. Mais elles réveillaient aussi quelque chose d'autre. Une rage sourde contre l'injustice du monde, contre la cruauté du destin. Philippe se leva silencieusement et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige tombait toujours, recouvrant Annecy d'un linceul blanc. Les lumières du château illuminaient la vieille ville au loin. Il posa son front contre la vitre froide. Il possédait encore quelque chose. Une chose que personne ne connaissait. Pas les créanciers, pas les avocats, pas les juges. Un compte offshore aux îles Caïmans.
alimenté pendant les dernières années de son empire par des transactions que Marc lui avait fait signer sans qu'il comprenne vraiment leur nature. De l'argent sale, blanchi à travers des sociétés fictives. 300 000 €. Une somme qui aurait pu lui permettre de fuir, de recommencer ailleurs, peut-être en Amérique du Sud ou en Asie. Cet argent était son secret, son assurance-vie. Mais en écoutant ses enfants parler, en imaginant leurs visages pleins d'espoir et de déception, Philippe sentit quelque chose se fissurer en lui. Une digue intérieure qu'il avait construite pendant toute sa vie d'homme d'affaires, faite de calculs, de pragmatisme, d'égoïsme rationnel. Il retourna au canapé et fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts trouvèrent son téléphone portable, un vieux modèle qu'il avait réussi à garder parce que personne ne savait qu'il existait, payé en liquide des années plus tôt pour ses transactions discrètes. Il l'alluma. La batterie affichait 12%. Philippe hésita. Puis il ouvrit l'application bancaire cryptée qui lui donnait accès au compte des Caïmans. Le solde s'afficha. 287 430 €. Une fortune, sa dernière chance de survie. Il resta immobile, le téléphone dans les mains, pendant ce qui lui sembla une éternité. Au-dessus de lui, le plancher craquait légèrement. Céline qui se tournait dans son lit. Dans la rue, une voiture passa lentement, ses phares balayant brièvement le salon avant de disparaître. Philippe pensa à Juliette, à Catherine, à toutes les années où il avait couru après l'argent, convaincu que c'était la seule chose qui comptait, à tous les moments qu'il avait manqués. Aux anniversaires, aux spectacles scolaires, aux dimanches en famille. L'argent ne rend pas heureux, lui avait dit Catherine un soir, quelques mois avant sa mort. Ils étaient dans leur immense villa au-dessus d'Annecy, avec vue sur le lac et les montagnes. Philippe venait de signer un contrat pour un nouvel hôtel. Il était radieux. Elle pleurait. Tu ne le vois pas, mais tu es en train de tout perdre. Et tu ne t'en rendras compte que quand il sera trop tard. Il ne l'avait pas cru. Il s'était dit qu'elle exagérait, qu'elle était fatiguée par la maladie. Maintenant, assis dans le salon d'une étrangère qu'il avait accueillie par charité, il comprenait enfin ce qu'elle avait voulu dire. Philippe prit une décision. Il se leva et marcha à pas de loup vers la cuisine. La lumière du réfrigérateur projetait une lueur blafarde dans l'obscurité. Il aperçut un petit bureau dans un coin, avec une chaise bancale et une pile de papier. Il s'approcha, retenant son souffle. Sur le dessus de la pile, des factures. Électricité, dernière mise en demeure avant coupure, eau, paiement en retard de 3 mois. Et en dessous, une enveloppe de la banque. Philippe l'ouvrit avec des gestes précautionneux. C'était une lettre du Crédit Agricole datée du 5 décembre. Madame Moreau, suite à l'accumulation de retards de paiement concernant votre prêt immobilier, nous sommes au regret de vous informer qu'une procédure de saisie de votre bien sera engagée si le montant de 8 470 € n'est pas régularisé avant le 31 décembre. 8 470 €, une somme dérisoire pour l'homme qu'il avait été. Une somme insurmontable pour cette femme qui travaillait 2 emplois pour nourrir ses enfants. Philippe referma soigneusement l'enveloppe et la remit en place. Il retourna au canapé, ralluma son téléphone et commença à naviguer dans les menus de l'application bancaire. Il travailla pendant 2 heures, dans le silence de la nuit, effectuant transfert après transfert. Il vida le compte des Caïmans avec une précision chirurgicale, envoyant l'argent vers des destinations soigneusement choisies. D'abord, 40 € vers le compte de l'école Saint-François avec une note « Paiement anonyme pour la sortie scolaire de Martin Moreau ». Ensuite, 1 200 € vers la boutique Mélodie des Alpes, rue Carnot, avec instruction d'acheter un violon 3/4 adapté à une enfant de 9 ans et de payer 1 an de cours à l'école municipale de musique pour Sophie Moreau. Puis 250 € vers la librairie Le Temps des Livres, place Notre-Dame, pour une collection complète d'encyclopédies sur les dinosaures à livrer à Théo Moreau. Et enfin, le reste. Tout le reste. 283 938 €, transférés vers un cabinet d'avocats spécialisé en restructuration de dettes à Lyon, avec instructions précises. Racheter toutes les dettes de Céline Moreau, négocier avec la banque un échéancier de paiement étalé sur 15 ans sans intérêt, garantir que la maison ne serait jamais saisie. Quand Philippe eut terminé, l'aube commençait à poindre. La batterie de son téléphone affichait 3%. Il l'éteignit et le glissa dans sa poche. Il ne restait plus rien. Plus un centime, plus d'assurance vie, plus de plans de secours.
Philippe se sentit étrangement léger. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il respirait librement. Il s'allongea sur le canapé, remonta les couvertures jusqu'à son menton et ferma les yeux. Il dormit d'un sommeil sans rêve pendant 3 heures. Quand il se réveilla, la maison bruissait de vie. Des pas d'enfants dans l'escalier, des voix joyeuses, une odeur de café et de pain grillé. Philippe se leva rapidement, plia les couvertures avec soin et chercha un morceau de papier. Sur la table basse, il trouva un vieux bloc-notes. Il griffonna quelques mots. « Madame Moreau, merci pour votre humanité. Vous m'avez sauvé la vie cette nuit, même si vous ne le savez pas. Ne changez jamais. PG. » Il déposa le mot sur les couvertures pliées et se dirigea vers la porte d'entrée. Mais au moment de tourner la poignée, il entendit une voix derrière lui. « Monsieur ?» Philippe se retourna. Un garçon d'une 12aine d'années se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Grand pour son âge, les cheveux bruns en bataille, des yeux noisettes curieux. « Bonjour » dit Philippe doucement. « Vous partez déjà ?»« Oui, je dois y aller. » Le garçon le dévisagea avec l'intensité propre aux enfants. « Vous étiez le monsieur qui a dormi dans le salon ?»« C'est exact. »« Ça, pourquoi vous n'aviez pas de maison ?» Philippe hésita. Comment expliquer à un enfant la complexité de l'existence, les choix qui mènent à la ruine, le prix de l'orgueil? « Parce que j'ai fait des erreurs, » dit-il finalement. « Beaucoup d'erreurs. » Le garçon hocha la tête gravement, comme si cette réponse avait du sens pour lui. « Ma mère dit que les erreurs, c'est pour apprendre. Ta mère est une femme sage. C'est la meilleure maman du monde. » Une fierté farouche illumina le visage de l'enfant. Philippe sentit sa gorge se nouer. « Oui, je le crois aussi. Prends bien soin d'elle, d'accord ? Promis. » Philippe ouvrit la porte. Le froid matinal le saisit, mais il ne trembla pas. Il sortit dans la rue enneigée, ferma la porte derrière lui et s'éloigna sans se retourner. Il marcha longtemps dans Annecy, passant devant le lac gelé, les canaux aux eaux sombres, les façades colorées du vieille ville. Il n'avait nulle part où aller. Mais cela ne semblait plus avoir d'importance. Pour la première fois depuis longtemps, Philippe Garnier se sentait en paix. Ce qu'il ignorait, c'est que son geste venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser bien plus que la vie de Céline Moreau et de ses enfants. Car l'argent laisse toujours des traces, et certaines traces mènent droit aux questions que l'on préférerait ne jamais entendre. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Philippe Garnier. 3 jours durant lesquels Céline Moreau avait tenté de comprendre ce qui s'était passé. Le matin du 19 décembre, en descendant au salon avec Théo dans les bras, le petit avait fait un cauchemar et s'était réfugié dans son lit. Elle avait trouvé le canapé vide, les couvertures soigneusement pliées, et ce mot griffonné sur un bout de papier. « Madame Moreau, merci pour votre humanité. Vous m'avez sauvé la vie cette nuit, même si vous ne le savez pas. Ne changez jamais. PG. » Martin lui avait raconté avoir croisé l'homme dans le couloir. Il avait l'air triste, maman. Mais il m'a souri. Céline avait serré son fils contre elle, troublée par ce qu'elle ressentait. Pas du regret d'avoir aidé cet étranger, mais une étrange inquiétude pour lui. Où était-il allé? Avait-il trouvé un endroit où dormir? Mangeait-il à sa faim? Elle avait chassé ses pensées. Elle avait ses propres problèmes. Le loyer de janvier qui approchait, la facture d'électricité qui menaçait de les plonger dans le noir, et cette lettre de la banque cachée sous les autres papiers qu'elle n'osait pas relire tant elle la terrifiait. Puis, le 20 décembre au matin, tout avait basculé. Céline finissait son service de caissière au casino quand son téléphone avait sonné, numéro inconnu. Elle avait failli ne pas répondre, mais quelque chose l'avait poussée à décrocher. « Madame Moreau, ici Frédéric Lasalle, directeur de l'école Saint-François. » La voix était chaleureuse, presque excitée. « Je voulais vous informer que le solde du compte de Martin a été réglé ce matin. Un don anonyme, 40 €. Votre fils pourra partir à Genève avec sa classe. » Céline était restée figée au milieu de l'allée des produits frais, son téléphone collé à l'oreille, incapable de parler. Autour d'elle, les clients passaient en poussant leurs caddies. La musique d'ambiance du supermarché déversait son flot de mélodies insipides, mais elle n'entendait plus rien. « Madame Moreau, vous êtes toujours là ? Oui, pardon. Vous êtes sûr ? Un don anonyme ? Absolument. Le virement est arrivé tôt ce matin avec une note précisant qu'il était destiné à couvrir la sortie scolaire de Martin. Nous ne savons pas qui est le donateur, mais c'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas ? Oui, avait murmuré Céline, la gorge nouée.
Merci. Merci de m'avoir prévenu. Elle avait raccroché et s'était appuyée contre un présentoir de yaourt, les jambes tremblantes. 40 €. Exactement la somme qu'elle n'arrivait pas à trouver. Exactement ce dont Martin avait parlé l'autre soir dans sa chambre, alors que l'étranger dormait au salon. Une coïncidence. Ça ne pouvait être qu'une coïncidence. Mais 2 heures plus tard, alors qu'elle venait de récupérer Sophie à l'école et marchait vers la maison en tenant la main de sa fille, son téléphone avait sonné à nouveau. Madame Moreau, Benjamin Cortez, de Mélodie des Alpes, rue Carnot. J'ai une livraison pour votre fille Sophie. Un violon 3/4 et une inscription à l'école municipale de musique pour 1 an, tous frais payés. Cette fois, Céline s'était arrêtée net au milieu du trottoir. Sophie l'avait regardée, intriguée. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Monsieur Cortez, je crois qu'il y a une erreur. Je n'ai rien commandé. »« Pas d'erreur, madame. Tout a été réglé ce matin par virement bancaire. 1 200 €. Le donateur souhaite rester anonyme, mais les instructions sont très claires. Violon pour Sophie Moreau, 9 ans, avec cours à l'école de musique. Je peux passer chez vous cet après-midi pour la livraison ?» Céline avait dû s'asseoir sur un banc. Sophie, alarmée, s'était serrée contre elle. « Maman, tu pleures ?» Céline pleurait en effet, des larmes chaudes qui coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Non, ma chérie, c'est juste que… » Elle n'avait pas pu finir sa phrase. Comment expliquer à sa fille qu'un miracle venait de se produire? « Madame Moreau ?» La voix de Benjamin Cortez, inquiète, résonnait dans le téléphone. « Oui, oui, vous pouvez venir cet après-midi. Merci. Merci infiniment. » Elle avait raccroché et serré Sophie contre elle. « Mon bébé, tu vas pouvoir jouer du violon comme papa. » Sophie avait écarquillé les yeux, incrédule. « Vraiment? C'est vrai? »« Oui, quelqu'un. Quelqu'un de très gentil a payé pour toi. »« Qui? » ?»« Je ne sais pas, mais on le remerciera dans nos prières ce soir, d'accord ?» Sophie avait hoché la tête vigoureusement, puis s'était mise à sauter sur place en riant. Céline l'avait regardée, le cœur gonflé d'un mélange de joie et d'incompréhension. 2 cadeaux en une matinée. Les 2 choses exactes dont ses enfants avaient reparlé 3 jours plus tôt. Ce n'était plus une coïncidence. C'était impossible. Et l'après-midi même, le 3e miracle s'était produit. La libraire de Le Temps des Livres, Madame Valérie Arnaud, avait téléphoné pour annoncer qu'une collection complète d'encyclopédies sur les dinosaures attendait Théo. Payé ce matin. Donne anonyme. 250 €. Cette fois, Céline n'avait même pas essayé de garder son calme. Elle avait pleuré au téléphone, remercié Madame Arnaud d'une voix brisée, puis s'était enfermée dans sa chambre pendant 10 minutes pour se ressaisir. 3 cadeaux, 3 besoins exprimés par ses enfants, 3 paiements anonymes arrivés le même jour. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Céline avait fouillé le salon jusqu'à retrouver le mot laissé par l'inconnu. PG. 2 initiales. Elle avait retourné le canapé, inspecté chaque coussin, et c'est là qu'elle l'avait trouvé, glissé entre 2 plis du tissu. Une carte de visite ancienne, cornée, aux lettres dorées délavées. Philippe Garnier, directeur général, Garnier Hotels & Resorts. Contact, pèse Garnier au Garnier Hôtel. Fait, Philippe Garnier, l'homme qui avait dormi sur son canapé. Céline s'était précipitée sur son ordinateur portable, un vieux modèle qui mettait 3 minutes à démarrer, et avait tapé le nom dans Google. Les résultats s'étaient affichés par dizaines. Des articles de presse, des photos de gala, des communiqués officiels. Et surtout des gros titres récents. Philippe Garnier, le magnate de l'hôtellerie en faillite. Scandale financier. 30 millions envolés. Garnier dans la tourmente. L'empire Garnier s'effondre. Saisie, dette et accusations. Elle avait lu article après article, les yeux écarquillés. Cet homme élégant mais brisé qui avait frappé à sa porte était une légende locale. 15 hôtels de luxe, une fortune estimée à plus de 50 millions d'euros. Et puis la chute brutale, orchestrée par un associé véreux. Tout perdu en quelques mois, mais alors, comment avait-il pu payer pour ses enfants s'il était ruiné? Céline avait fermé l'ordinateur, troublée. Durant les 3 jours suivants, elle avait tenté de retrouver Philippe Garnier. Elle avait appelé tous les hôtels d'Annecy, tous les foyers d'hébergement, les centres d'accueil. Personne ne l'avait vu. Elle avait même contacté la mairie et la police, mais sans déposer de plainte, juste pour demander si un homme correspondant à sa description avait été signalé. Rien. Philippe Garnier avait disparu. Le 22 décembre au soir, Céline était rentrée épuisée de son service de ménage,
dans les résidences secondaires du quartier des Marquisas. Nettoyer les immenses chalets vides de gens qui ne venaient qu'une semaine par an la rendait toujours mélancolique. Tant de richesses inutilisées pendant que des familles entières vivaient dans la précarité. Elle avait trouvé ses 3 enfants au salon, émerveillés. Martin étudiait une carte de Genève pour préparer sa sortie scolaire. Sophie caressait son violon neuf avec une délicatesse de collectionneur, trop intimidée encore pour oser en jouer. Théo était plongé dans le premier tome de son encyclopédie des dinosaures, épelant laborieusement les mots compliqués. « Maman !» Théo avait levé les yeux, radieux. « Tu sais comment on dit Tyrannosaurus rex en français ?»« Non, mon cœur, comment ?»« Tyrannosaure. C'est pareil, mais en plus beau. » Céline avait ri malgré sa fatigue. Elle s'était assise sur le canapé, ce même canapé où Philippe Garnier avait dormi, et avait contemplé ses enfants. Leur joie était si pure, si lumineuse, qu'elle en avait presque oublié ses inquiétudes. Presque. Car cette nuit-là, alors que les enfants dormaient, Céline était descendue à la cuisine pour se préparer une tisane. Et en ouvrant le tiroir où elle cachait ses factures impayées, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. L'enveloppe de la banque, celle contenant la menace de saisie, était légèrement déplacée. Le rabat avait été décollé avec précaution, puis refermé. Quelqu'un l'avait ouverte. Céline avait sorti la lettre et l'avait relue. Procédure de saisie si le montant de 8 470 € n'est pas régularisé avant le 31 décembre. 9 jours. Il lui restait 9 jours pour trouver une somme qu'elle n'aurait jamais. Même en vendant tout ce qu'elle possédait, elle n'arriverait pas à réunir cette somme. Un frisson glacé l'avait parcouru. Philippe Garnier avait vu cette lettre. Elle en était certaine maintenant. Lui seul avait pu l'ouvrir durant cette nuit où il était resté seul au salon. Il savait. Il savait qu'elle allait perdre sa maison. Céline s'était assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour de sa tasse de tisane. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Un homme ruiné, qui offrait des cadeaux coûteux à des enfants qu'il ne connaissait pas. Cela n'avait aucun sens. À moins qu'il n'ait eu une réserve d'argent cachée. Quelque chose que les créanciers n'avaient pas trouvé. Mais alors, pourquoi tout donner? Pourquoi ne pas garder cet argent pour lui-même, pour survivre, pour repartir ailleurs? Céline n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle était restée dans la cuisine jusqu'à l'aube, tournant et retournant ses questions dans sa tête. Le 23 décembre au matin, Céline reçut un appel qui allait tout changer. Madame Moreau, Maître Julien Fontaine, notaire associé chez Fontaine & Leroy à Lyon. Pourriez-vous passer à mon cabinet aujourd'hui? C'est au sujet de votre situation avec le Crédit Agricole. Le cœur de Céline avait fait un bond dans sa poitrine. Ma situation? Vous voulez dire la saisie? Pas exactement. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mais je préférerais vous en parler de vive voix. Seriez-vous disponible cet après-midi? Céline avait pris un train pour Lyon, laissant les enfants chez sa voisine, Madame Blanc, une retraitée adorable qui les gardait parfois. Durant tout le trajet, elle s'était rongé les ongles, imaginant le pire. Peut-être la banque accélérait-elle la procédure. Peut-être allait-elle perdre la maison plus tôt que prévu. Le cabinet Fontaine & Leroy occupait un immeuble haussmannien élégant près de la place Bellecour. L'assistante l'avait fait entrer dans un bureau lambrissé où Maître Fontaine, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grisonnantes, l'attendait avec un sourire rassurant. « Madame Moreau, asseyez-vous, je vous prie. » Céline s'était assise au bord du fauteuil en cuir, les mains crispées sur son sac à main. « Je vais être direct », avait commencé le notaire. « Votre dossier de dette auprès du Crédit Agricole a été racheté hier par un fonds d'investissement privé. Ce fonds a négocié avec la banque et a obtenu des conditions de remboursement extrêmement avantageuses pour vous. » Céline avait cligné des yeux, ne comprenant pas. « Pardon ? Toutes vos dettes, le prêt immobilier, les arriérés, les pénalités, ont été consolidés et rachetés. Vous allez désormais rembourser ce fonds directement, mais selon un échéancier étalé sur 15 ans, sans aucun intérêt. Vos mensualités passent de 400 € à 120 €. Le cerveau de Céline avait eu du mal à traiter l'information. 120 € par mois? Exactement. Mais pourquoi? Qui ferait une chose pareille? Maître Fontaine avait ouvert un dossier devant lui. Le fonds en question s'appelle Phoenix Capital Restructuring. C'est une entité basée aux îles Caïmans, spécialisée dans le rachat de dettes de particuliers en difficulté. Aux îles Caïmans? Céline avait froncé les sourcils. Elle avait vaguement entendu parler de ces endroits dans les actualités,
toujours associé à des scandales financiers. Je sais que cela peut sembler suspect, mais je vous assure que tout est parfaitement légal. Le fonds a fourni tous les documents nécessaires. Votre maison ne sera jamais saisie tant que vous respectez l'échéancier. Et croyez-moi, 120 € par mois, c'est quelque chose que vous pourrez gérer. Céline avait senti les larmes monter. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ferait ça pour moi? Le notaire avait refermé le dossier et l'avait regardé avec une expression étrange, un mélange de sympathie et de curiosité. Honnêtement, Madame Moreau, je me pose la même question. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un arrangement aussi généreux. Normalement, les fonds qui rachètent des dettes cherchent à maximiser leurs profits. Ici, c'est l'inverse. Phoenix Capital ne gagnera pas un centime sur votre dos. En fait, ils vont même perdre de l'argent avec l'inflation. Alors pourquoi? Maître Fontaine avait haussé les épaules. Je n'en sais rien. Quand j'ai contacté leurs représentants pour poser la question, ils m'ont simplement dit « Certaines personnes méritent une seconde chance ». Céline était sortie du cabinet en état de choc. Elle avait marché dans les rues de Lyon sans vraiment voir où elle allait, bousculée par les passants pressés qui faisaient leurs achats de Noël. La ville scintillait de 1000 lumières festives. Des haut-parleurs diffusaient des chants de Noël. L'odeur des marrons grillés et du vin chaud flottait dans l'air. Mais Céline n'entendait et ne sentait rien. Son esprit tournait en boucle sur une seule pensée. Philippe Garnier. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Un homme ruiné qui possédait un compte secret aux îles Caïmans. Un homme qui avait découvert qu'elle allait perdre sa maison. Un homme qui avait tout donné, absolument tout, pour sauver une famille d'étrangers. Mais pourquoi? Céline s'était arrêtée devant une vitrine de bijouterie, regardant sans voir les colliers étincelants exposés. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme fatiguée, usée par le travail et les soucis. Pourquoi un homme comme Philippe Garnier, brillant, riche, puissant, aurait-il sacrifié sa dernière chance de survie pour elle et ses enfants? La réponse lui était venue doucement, comme une évidence qu'elle avait toujours su sans vouloir l'admettre, parce qu'il se reconnaissait en eux, parce qu'il avait vu dans ses enfants quelque chose qu'il avait perdu ou qu'il n'avait jamais eu, parce qu'au fond de son désespoir, il avait trouvé une raison de redevenir humain. Céline avait pleuré là, debout devant cette vitrine, sous le regard perplexe des passants. Des larmes de gratitude, de confusion, de chagrin pour cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle comprenait soudain intimement. Le soir du 24 décembre, veille de Noël, Céline avait installé ses enfants autour de la table de la cuisine pour le dîner traditionnel. Rien de luxueux, une soupe de légumes, du jambon, du fromage, une bûche achetée en promotion au supermarché. Mais les enfants rayonnaient. « Maman », avait dit Martin en découpant son pain, « tu crois que c'est le Père Noël qui nous a fait tous ces cadeaux ?» Céline avait souri tristement. « Non, mon chéri, je crois que c'est quelqu'un de bien meilleur que le Père Noël. »« Qui ?»« Un ange gardien. » Sophie avait levé les yeux de son assiette. « Les anges gardiens existent vraiment. »« Oui, parfois ils ressemblent à des gens normaux, des gens qui ont besoin d'aide eux-mêmes, mais qui choisissent quand même d'aider les autres. Et on peut le remercier ?» avait demandé Théo les yeux brillants. « Je l'espère, mon bébé, je l'espère vraiment. » Après le dîner, les enfants étaient montés se coucher, surexcités par la perspective du lendemain. Céline était restée seule dans la cuisine, fixant le téléphone posé sur la table. Elle avait pris une décision. Elle avait ouvert son ordinateur et rédigé un long message qu'elle avait ensuite envoyé à tous les médias locaux, le Dauphiné libéré, France 3 Alpes, Radio Mont-Blanc. Le message disait « Je cherche Philippe Garnier, ancien dirigeant de Garnier Hotels. Il a séjourné chez moi la nuit du 18 décembre à Annecy. Si quelqu'un sait où il se trouve, merci de me contacter. Je veux simplement lui dire merci. Céline Moreau. » Elle avait appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Pendant ce temps, à 80 km de là, dans un petit appartement minable de Grenoble loué à la semaine, Philippe Garnier était assis sur un matelas posé à même le sol. Il n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de téléphone, pas de perspective. Il vivait de soupes populaires et de la charité des associations caritatives, mais il ne regrettait rien. Chaque soir, avant de s'endormir, il pensait à ses 3 enfants. Il imaginait Martin partant pour Genève avec sa classe, le visage radieux, Sophie tenant son violon pour la première fois, les yeux émerveillés, Théo dévorant ses livres sur les dinosaures, le front plissé par la concentration.
Et il pensait à Céline, à cette femme courageuse qui élevait seule ses enfants malgré l'adversité. Elle lui avait offert un toit quand il n'était rien, quand il était au plus bas. Elle lui avait rendu sa dignité. Philippe ne savait pas ce qui l'attendait. La police finirait probablement par remonter la trace des transferts bancaires. On lui poserait des questions. On découvrirait le compte aux Caïmans. Il y aurait peut-être un procès, une condamnation. Mais pour la première fois depuis des années, Philippe Garnier se sentait en paix. Il avait fait quelque chose de bien, quelque chose qui comptait vraiment. Il s'endormit avec cette pensée réconfortante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain matin, le 25 décembre, un article allait paraître dans le Dauphiné libéré avec pour titre « Annecy, une mère de famille recherche l'homme qui a changé sa vie » et que cet article allait déclencher une tempête médiatique qui le sortirait de l'ombre, pour le meilleur et pour le pire. Car si Céline cherchait Philippe pour le remercier, d'autres le cherchaient pour des raisons bien différentes. La brigade financière de Lyon avait détecté les mouvements inhabituels sur le compte des Caïmans. Une enquête avait été ouverte, et les enquêteurs ne tardèrent pas à faire le lien entre Philippe Garnier, les dons anonymes à Annecy et le mystérieux Phoenix Capital Restructuring. L'inspecteur Alain Duchamp, un homme méthodique et obstiné de la police judiciaire, venait de recevoir le dossier. En lisant les détails de l'affaire, il avait froncé les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi un homme ruiné aurait-il soudainement accès à près de 300 000 €? D'où venait cet argent? Et surtout, pourquoi tout donner? Duchamp avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, des escroqueries sophistiquées, des détournements de fonds, du blanchiment d'argent. Mais ce cas-là était différent. Il y avait quelque chose d'inexplicable, presque d'irrationnel. Le 26 décembre au matin, il téléphona à sa collègue, la lieutenant Sophie Bernard, une jeune enquêtrice brillante, spécialisée dans la criminalité financière. « Sophie, j'ai un dossier bizarre pour toi. Un type qui se ruine pour sauver des inconnus. Je veux que tu creuses. Tu penses à du blanchiment? Peut-être, ou peut-être à quelque chose de plus compliqué. Va savoir. Mais trouve-moi Philippe Garnier. Je veux l'entendre me raconter son histoire. » Sophie Bernard avait accepté l'affaire avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Elle avait l'habitude de traquer les criminels en col blanc, les hommes qui cachèrent des fortunes pour échapper au fisc ou financer des activités illégales. Mais en lisant le dossier de Philippe Garnier, elle avait ressenti quelque chose d'inhabituel, de la compassion. Cet homme avait tout perdu. Et au lieu de fuir avec ce qui lui restait, il avait tout donné. Était-ce de la folie, de la rédemption, ou quelque chose entre les deux? Sophie ne le savait pas encore, mais elle allait le découvrir, car dans 3 jours, elle retrouverait Philippe Garnier. Et cette rencontre allait bouleverser sa vie autant que celle de Philippe lui-même. Le 27 décembre au matin, l'article de Le Dauphiné libéré avait explosé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, l'histoire de Céline Moreau et de son mystérieux bienfaiteur avait fait le tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les médias nationaux s'en étaient emparés. France 2 avait envoyé une équipe à Annecy. BFM TV avait consacré un sujet de 3 minutes à l'ange gardien d'Annecy. Les journaux en ligne publiaient des titres accrocheurs. « Il perd tout et donne tout. Qui est Philippe Garnier ?» Un ancien millionnaire sauve une famille de la rue quand la générosité défie la logique. Céline avait été submergée d'appels. Des journalistes voulaient l'interviewer. Des producteurs de télévision lui proposaient de participer à des émissions. Des inconnus lui écrivaient sur Facebook pour la féliciter ou pour critiquer sa naïveté. « Vous avez laissé entrer un étranger chez vous? Avec vos enfants? Vous êtes inconsciente ?» Mais la majorité des messages étaient bienveillants, émus, admiratifs. Martin, Sophie et Théo étaient devenus malgré eux de petites célébrités locales. À l'école, leurs camarades les bombardèrent de questions. « C'est vrai que le monsieur t'a acheté un violon? Tu vas être à la télé. Il était riche avant ?» Les enfants ne savaient pas trop comment réagir. Martin, le plus âgé, ressentait un mélange de fierté et de malaise. Sophie était simplement heureuse de pouvoir enfin parler de son violon. Théo, lui, racontait à qui voulait l'entendre que leur ange gardien était peut-être un super-héros déguisé. Céline, elle, regrettait déjà d'avoir contacté les médias. Elle n'avait pas anticipé cet emballement. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver Philippe Garnier, pour le remercier en personne, pour comprendre pourquoi il avait fait ça. Mais maintenant, l'affaire lui échappait complètement. Elle avait l'impression d'avoir trahi la discrétion de cet homme qui avait agi dans l'ombre,
sans rien attendre en retour. Le soir du 27 décembre, épuisée par les sollicitations incessantes, elle décida de ne plus répondre au téléphone. Elle débrancha la sonnette de la porte et ferma tous les volets. Les enfants, déconcertés par ce changement soudain, se réfugièrent dans leur chambre. La maison, d'ordinaire remplie de vie et de bruit, devint étrangement silencieuse. Céline s'assit dans la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains, et fixa le mur jaune écaillé. Elle pensait à Philippe. Où était-il? Avait-il vu les articles? Se cachait-il? Avait-il peur? Une question la hantait par-dessus tout. Comment un homme ruiné avait-il pu trouver près de 300 000 € pour racheter ses dettes et offrir ses cadeaux à ses enfants? Les articles de presse sur sa faillite étaient formels. Philippe Garnier avait tout perdu. Les créanciers avaient tout saisi. Alors d'où venait cet argent? Céline n'était pas stupide. Elle savait que les gens fortunés cachaient parfois des fonds dans des paradis fiscaux. Elle avait entendu parler de ces comptes secrets aux îles Caïmans ou en Suisse. Était-ce le cas de Philippe? Avait-il gardé une réserve d'argent que les autorités n'avaient pas trouvée? Et si c'était le cas, cet argent était-il légal? Cette pensée la glaça. Et si, sans le savoir, elle était devenue complice d'un acte illégal? Et si les cadeaux faits à ses enfants provenaient d'argent blanchi ou détourné? Elle repoussa sa tasse de thé, soudain nauséeuse. Non. Non, elle refusait de croire ça. Philippe Garnier n'était pas un criminel. Elle l'avait vu cette nuit-là. Elle avait vu la tristesse dans ses yeux, la honte dans sa posture. C'était un homme brisé, pas un escroc. Mais alors, comment expliquer l'argent? Céline n'avait pas de réponse, et cela la rongeait. À Grenoble, dans son appartement miteux, Philippe Garnier était assis sur le rebord de la fenêtre, regardant la neige tomber sur les toits de la ville. Il tenait dans ses mains un journal froissé qu'il avait trouvé abandonné sur un banc de la gare ce matin-là. En première page du Dauphiné libéré, sa photo. Une vieille photo prise lors d'un gala de charité 3 ans plus tôt, quand il était encore au sommet de sa gloire. Il portait un smoking impeccable, un sourire éclatant. À côté de lui, Catherine, sa femme, radieuse dans une robe de soirée bleu nuit. Elle était morte 6 mois après cette photo. Le titre de l'article disait « Philippe Garnier, de la gloire à la générosité, le parcours d'un homme hors du commun ». Philippe avait lu l'article 3 fois. Il parlait de Céline, de ses enfants, des cadeaux anonymes. Il citait des témoignages de commerçants d'Annecy qui confirmèrent les achats. Il évoquait le mystérieux rachat de dettes par Phoenix Capital Restructuring. Et il se terminait par une question « Qui est vraiment Philippe Garnier ?» Un philanthrope ou un homme désespéré en quête de rédemption? Philippe avait souri amèrement en lisant cette phrase. Les deux, probablement, ou ni l'un ni l'autre. Il ne savait plus vraiment lui-même. Ce qui le troublait le plus, c'était de voir son histoire transformée en conte moral par les médias. Les journalistes le présentaient comme une sorte de héros moderne, un Robin des Bois version 21e siècle. Mais Philippe ne se sentait pas héroïque. Il se sentait vide, épuisé. Et surtout, terrifié par ce qui allait suivre. Car il savait ce que personne d'autre ne semblait comprendre. En vidant ce compte aux îles Caïmans, il avait laissé des traces numériques impossibles à effacer. Tôt ou tard, les autorités remonteraient jusqu'à lui. Et alors, les questions commenceraient. D'où venait cet argent? Comment l'avait-il obtenu? Pourquoi l'avait-il caché? Philippe n'avait pas de bonne réponse à ces questions. Parce que la vérité, c'est qu'il ne savait pas exactement d'où venait cet argent. Marc Dufresne, son associé, lui avait fait signer une dizaine de documents au cours des 2 dernières années. Des contrats complexes, des accords de partenariat, des transferts de fonds. Philippe avait fait confiance. Il n'avait pas posé de questions. Et maintenant, il réalisait qu'une partie de cet argent provenait peut-être de sources illégales, peut-être de l'évasion fiscale, peut-être du blanchiment, peut-être pire encore. Il avait utilisé de l'argent sale pour faire quelque chose de bien. Est-ce que cela rachetait quoi que ce soit? Ou est-ce que cela le rendait simplement complice? Philippe ne savait pas. Et cette incertitude le dévorait. Il froissa le journal et le jeta dans la poubelle déjà pleine. Puis, il enfila sa veste élimée, la seule qu'il possédait encore, et sortit de l'appartement. Il descendit les escaliers grinçants de l'immeuble délabré et marcha dans les rues de Grenoble, sous la neige qui tombait toujours. Il n'avait pas de destination précise. Il marchait juste pour échapper à ses pensées. Mais partout où il allait,
Il croisait des kiosques à journaux où sa photo s'étalait en couverture. Des écrans de télévision dans les vitrines de magasins diffusaient des reportages sur l'ange gardien d'Annecy. Des passants parlèrent de lui sans savoir qu'il se tenait à quelques mètres. « Tu as vu l'histoire du type qui a tout donné ? Ouais, c'est dingue. Moi, je l'aurais gardé, l'argent. T'es un monstre ou quoi ? Il a sauvé une famille. » Ouais, facile d'être généreux avec de l'argent qui t'appartient pas vraiment. Philippe accéléra le pas, les mains enfoncées dans les poches. Cette dernière phrase l'avait frappé en plein cœur. De l'argent qui ne t'appartient pas vraiment. C'était exactement ça. Il n'avait jamais vraiment possédé cet argent. Il l'avait juste emprunté à un système corrompu. Et maintenant, il l'avait restitué d'une certaine manière. Pas aux autorités, pas aux victimes de Marc Dufresne, mais à des gens qui en avaient désespérément besoin. Est-ce que cela suffisait ? Est-ce que cela valait quelque chose ? Philippe n'en était pas sûr. Il finit par se retrouver devant une église, l'église Saint-Louis de Grenoble. Un bâtiment néoclassique imposant, avec ses colonnes et son fronton triangulaire. Philippe n'était pas croyant. Il n'avait jamais été croyant. Mais quelque chose le poussa à pousser la lourde porte en bois et à entrer. L'intérieur était vide et silencieux. Des rangées de bancs en bois s'étendaient jusqu'à l'autel orné d'une grande croix dorée. Des bougies votives brillaient faiblement dans un coin, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Une odeur d'encens flottait dans l'air. Philippe s'assit au dernier rang et resta là, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Il ne priait pas. Il ne savait pas comment prier. Mais il avait besoin de ce silence, de cette paix, de cet espace hors du temps. Il pensa à Catherine, à sa douceur, à sa patience infinie, à la manière dont elle avait essayé de le sauver de lui-même jusqu'à la fin. Tu cours après quelque chose que tu n'attraperas jamais, Philippe. Et un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as perdu tout ce qui comptait vraiment. Elle avait eu raison, comme toujours. Philippe ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. Pour la première fois depuis des mois, il pleura. Il pleura sur Catherine, sur Juliette, sur toutes les années perdues à courir après l'argent et le succès. Il pleura sur l'homme qu'il avait été et sur l'homme qu'il aurait pu devenir si seulement il avait ouvert les yeux plus tôt. Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi, peut-être 1 heure, peut-être 2. Quand il rouvrit enfin les yeux, la nuit était tombée. L'église était toujours vide. Seules les bougies votives continuaient de briller. Philippe se leva, s'essuya les yeux et se dirigea vers la sortie. Mais au moment de pousser la porte, une voix l'arrêta. « Vous cherchez quelque chose, mon fils ?» Philippe se retourna. Un prêtre âgé se tenait près de l'autel, vêtu d'une simple soutane noire. Il avait un visage ridé mais bienveillant, des yeux bleus délavés par le temps. Non, enfin si, je ne sais pas. Le prêtre s'approcha lentement, les mains croisées devant lui. « Vous avez l'air d'un homme qui porte un lourd fardeau. » Philippe eut un rire amer. « On peut dire ça. Voulez-vous en parler ? Je ne suis pas croyant, mon père. Ce n'est pas grave. Dieu écoute même ceux qui ne croient pas en lui. Et moi aussi. » Philippe hésita. Puis, sans savoir pourquoi, il se retrouva à raconter toute son histoire au prêtre. La réussite, la chute, Marc Dufresne, le compte aux Caïmans, la nuit chez Céline, les cadeaux, le rachat des dettes, tout. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand Philippe eut terminé, un long silence s'installa. Puis le prêtre dit doucement « Vous savez ce qu'est la rédemption, mon fils ? Je suppose que c'est le fait de racheter ses fautes. En partie, mais la vraie rédemption n'est pas simplement de réparer ce qu'on a cassé. C'est de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. Et pour ça, il faut accepter 2 choses. Lesquelles ? Premièrement, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que nos actions auront des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Et deuxièmement, accepter qu'on doit assumer ces conséquences, quelles qu'elles soient. Philippe baissa les yeux. Vous voulez dire que je devrais me livrer à la police ? Je ne dis rien de tel. Je dis que vous devez faire face à la vérité, quelle qu'elle soit, parce que tant que vous fuirez, vous ne serez jamais en paix. Et si la vérité me détruit ? Le prêtre sourit tristement. Parfois, il faut être détruit pour être reconstruit. Philippe quitta l'église avec ces mots résonnant dans sa tête. Il marcha dans les rues enneigées de Grenoble jusqu'à son appartement, et pour la première fois depuis des semaines, il dormit d'un sommeil profond et sans rêve. Le 28 décembre au matin, la lieutenant Sophie Bernard arriva à Grenoble accompagnée de 2 officiers de police.
Ils avaient passé les 2 derniers jours à reconstituer le parcours de Philippe Garnier depuis sa faillite, les refuges pour sans-abri, les soupes populaires, les associations caritatives. Et finalement, cet appartement miteux de la rue Très-Cloître, loué sous un faux nom mais payé avec une carte bancaire qui menait directement à lui. Sophie frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Police, Monsieur Garnier, ouvrez s'il vous plaît. » Toujours rien. Un des officiers suggéra d'enfoncer la porte, mais Sophie secoua la tête. « Attendez. » Elle sortit son téléphone et composa le numéro que l'opérateur téléphonique leur avait fourni, celui du vieux portable que Philippe avait utilisé pour effectuer les virements. Elle l'avait tenté plusieurs fois déjà, sans succès. Le téléphone était toujours éteint, mais cette fois, après 3 sonneries, quelqu'un décrocha. « Allô ?» La voix était rauque, fatiguée. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Garnier ?» Un silence. Puis, « Oui, c'est moi. Je suis la lieutenant Sophie Bernard de la police judiciaire de Lyon. Nous devons vous parler. Je sais, j'ai vu les articles. Où êtes-vous, monsieur Garnier ?» Un autre silence, plus long. Sophie retint son souffle, et puis « Je suis au café Le Tonneau, place Notre-Dame, je vous attends. » Sophie fit signe aux 2 officiers de la suivre. Ils coururent à travers les rues étroites du centre-ville jusqu'à la place Notre-Dame. Le café Le Tonneau était un établissement ancien, avec des tables en bois usées et des banquettes en cuir craquelé. Il n'y avait que 3 clients à cette heure matinale. Philippe Garnier était assis au fond, près de la fenêtre, une tasse de café noir devant lui. Il portait son costume froissé et sa veste élimée. Ses cheveux gris étaient mal coiffés, sa barbe de plusieurs jours lui donnait un air négligé. Mais ses yeux étaient calmes. Sophie s'approcha lentement, les 2 officiers restant en retrait. Elle s'assit en face de lui sans un mot. Philippe la regarda. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, et vous êtes plus calme que je ne l'aurais cru. C'est parce que j'ai pris une décision. » « Laquelle ? » ?»« De tout vous dire. » Sophie sortit son téléphone et lança l'enregistreur. « Philippe Garnier, je dois vous informer que cet entretien est enregistré et pourra être utilisé dans le cadre d'une enquête judiciaire. Vous avez le droit de garder le silence et de demander un avocat. Comprenez-vous ? » « Je comprends, et je n'ai pas besoin d'avocat, pas pour l'instant. » « Bien. » Sophie croisa les mains sur la table. « Parlez-moi du compte aux îles Caïmans. » Philippe but une gorgée de café, comme pour se donner du courage. Puis il commença. Il raconta tout. Comment Marc Dufresne, son associé, lui avait proposé d'investir dans des projets immobiliers à l'étranger. Comment Marc avait monté des sociétés écrans aux îles Caïmans, au Panama, aux Seychelles. Comment Philippe avait signé des documents sans vraiment les lire, faisant confiance à Marc comme on fait confiance à un frère. Comment, après la trahison de Marc, Philippe avait découvert l'existence de ce compte secret alimenté par des fonds dont il ne connaissait pas exactement l'origine. « Marc blanchissait de l'argent, » dit Philippe d'une voix neutre. « Je ne le savais pas à l'époque, mais quand j'ai commencé à creuser après sa disparition, j'ai trouvé des traces, des virements suspects en provenance de casinos, de sociétés fictives, d'investisseurs fantômes. Marc utilisait ma réputation et mes hôtels pour nettoyer de l'argent sale. Et moi, comme un idiot, j'ai tout signé. » Sophie prenait des notes. « Vous aviez accès à ce compte ? » ?»« Oui. Marc m'avait donné les codes, probablement pour que je sois impliqué si les choses tournaient en mal. Une assurance, en quelque sorte. Quand tout s'est effondré, j'ai pensé utiliser cet argent pour fuir. Mais, Philippe ferma les yeux. Mais j'ai rencontré Céline Moreau et ses enfants. Et j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre en mentant. Alors j'ai pris cet argent, de l'argent que je n'aurais jamais dû avoir, et je l'ai utilisé pour faire quelque chose de bien, en vidant complètement le compte. Oui, vous réalisez que cet argent appartenait peut-être à des victimes, à des gens que Marc Dufresne a escroqués. Philippe ouvrit les yeux et regarda Sophie droit dans les yeux. Oui, je le réalise, et je suis prêt à en assumer les conséquences, mais je ne regrette rien. Ses enfants avaient besoin d'aide. Cette femme allait perdre sa maison. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Même si l'argent était sale, même si j'aggrave mon cas, je ne regrette rien. Sophie l'observa longuement. Elle avait interrogé des centaines de suspects dans sa carrière, des menteurs, des manipulateurs, des criminels endurcis. Mais Philippe Garnier ne ressemblait à aucun d'eux. Il y avait quelque chose de désarmant dans sa sincérité, dans sa résignation tranquille. Vous savez ce qui va se passer maintenant.
dit-elle doucement. Oui, vous allez m'arrêter. Il y aura une enquête, un procès, probablement. Je serai condamné. Probablement. Philippe hocha la tête. Je suis prêt. Sophie fit signe aux deux officiers qui s'approchèrent. Philippe Garnier, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et complicité de fraude. Vous avez le droit de... Je connais mes droits, interrompit Philippe. Faites ce que vous avez à faire. Les officiers lui passèrent les menottes avec une délicatesse surprenante. Philippe se leva, laissant quelques pièces sur la table pour payer son café. Le patron du café, un homme bedonnant aux moustaches grises, les regardait avec des yeux écarquillés. « C'est lui », murmura-t-il à un client, « l'ange gardien d'Annecy. » Le mot se répandit comme une traînée de poudre. En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée sur la place Notre-Dame pour regarder Philippe Garnier être emmené par la police. Certains applaudissaient, d'autres criaient des encouragements. Une femme âgée pleurait en tenant une pancarte improvisée. « Merci, Philippe. » Philippe monta dans la voiture de police tête baissée, étonné et troublé par ses réactions. Il avait cru que les gens le mépriseraient une fois la vérité révélée. Mais apparemment, pour beaucoup, ce qu'il avait fait comptait plus que la manière dont il l'avait fait. Pendant le trajet vers Lyon, Sophie Bernard resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle pensait à cette affaire, si étrange, si complexe moralement. Philippe Garnier avait commis des actes illégaux. Il avait utilisé de l'argent blanchi. Il méritait d'être puni. Et pourtant, il avait sauvé une famille. Il avait donné tout ce qu'il possédait pour aider des inconnus. Il avait fait preuve d'une générosité si rare qu'elle en devenait presque incompréhensible. Est-ce qu'une bonne action pouvait racheter une mauvaise? Est-ce que l'intention comptait autant que l'acte lui-même? Sophie ne connaissait pas la réponse, et elle suspectait que les juges ne la connaîtraient pas non plus. Le soir du 28 décembre, Céline Moreau apprit l'arrestation de Philippe Garnier en regardant les informations à la télévision. Elle s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Les enfants étaient autour d'elle, les yeux rivés sur l'écran. Martin demanda « Maman, pourquoi ils l'ont arrêté? Il a fait quelque chose de mal ?» Céline ne savait pas quoi répondre. « Je ne sais pas, mon chéri, c'est compliqué. »« Mais il nous a aidés, » protesta Sophie. « Il m'a acheté mon violon. »« Je sais, ma puce, je sais. » Théo, le plus jeune, se blottit contre sa mère. « Il va aller en prison? » Ça, je ne sais pas. Mais dans son cœur, Céline savait que oui, Philippe Garnier allait probablement être condamné. Et ce serait en partie sa faute. Si elle n'avait pas contacté les médias, s'il n'avait pas fait tout ce tapage, peut-être que Philippe aurait pu disparaître tranquillement. Elle se leva brusquement, alluma son ordinateur et tapa un nouveau message qu'elle envoya à tous les médias. « Philippe Garnier m'a sauvé la vie et celle de mes enfants. Je ne sais pas d'où venait l'argent qu'il a utilisé. Je ne sais pas s'il a enfreint la loi, mais je sais qu'il est un homme bon. Et je témoignerai en sa faveur si nécessaire. Céline Moreau. » Ce message déclencha une nouvelle vague médiatique. Les chaînes de télévision organisèrent des débats. Peut-on pardonner un crime au nom de la générosité? Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des hashtags apparurent. Je soutiens Philippe. Ange gardien. Justice ou compassion. La France se divisa en deux camps. Ceux qui estimaient que Philippe Garnier devait être puni pour ses crimes et ceux qui pensaient qu'il méritait le pardon pour son geste. Le 2 janvier, Philippe Garnier comparut devant le juge d'instruction à Lyon. L'audience était censée être privée, mais des dizaines de journalistes et de curieux s'étaient massés devant le tribunal. Certains brandissaient des pancartes de soutien, d'autres réclamaient la justice. Dans la salle d'audience, Céline Moreau était assise au premier rang, accompagnée de ses 3 enfants. Elle avait insisté pour venir, malgré les protestations de ses proches. « Il a le droit de savoir qu'on ne l'oublie pas », avait-elle dit. Quand Philippe entra, escorté par 2 gendarmes, il portait un costume propre fourni par un avocat commis d'office, maître Arnaud Leclerc, un jeune homme brillant qui avait accepté de le défendre bénévolement après avoir été ému par son histoire. Philippe balaya la salle du regard et ses yeux s'arrêtèrent sur Céline. Ils se regardèrent pendant un long moment. Céline avait les larmes aux yeux. Philippe, lui, souriait tristement. Il articula silencieusement. « Merci. » Céline hocha la tête, incapable de parler. Le juge d'instruction, Madame Claire Fontaine, une femme sévère dans la cinquantaine, ouvrit le dossier devant elle et commença l'interrogatoire. « Monsieur Garnier, vous êtes accusé de blanchiment d'argent, de complicité de fraude et d'évasion fiscale. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?» Philippe se leva.
Coupable, Madame la juge. Un murmure parcourut la salle. Maître Leclerc posa une main sur le bras de Philippe, comme pour le retenir, mais Philippe secoua doucement la tête. Je reconnais avoir utilisé un compte secret alimenté par des fonds illégaux. Je reconnais avoir été complice, même involontairement, des agissements criminels de Marc Dufresne. Et je reconnais avoir dissimulé ces fonds aux autorités. Le juge Fontaine leva un sourcil. Vous avouez donc entièrement les faits qui vous sont reprochés. Oui. Savez-vous que cela pourrait vous valoir une peine de prison allant jusqu'à 5 ans? Oui. Et vous plaidez quand même coupable? Oui, parce que c'est la vérité, et parce que je ne veux plus mentir. Le juge Fontaine observa Philippe longuement. Puis elle dit, « Monsieur Garnier, expliquez-moi pourquoi vous avez vidé ce compte pour aider une famille que vous ne connaissiez pas. » Philippe prit une profonde inspiration. Puis il commença à parler. Il raconta la nuit chez Céline, les voix des enfants, les rêves brisés, la lettre de la banque. Il raconta son enfance dans un foyer, la pauvreté, l'humiliation de dépendre de la charité d'autrui. Il raconta Catherine, Juliette, toutes les années où il avait couru après l'argent en oubliant ce qui comptait vraiment. « J'ai perdu ma femme et ma fille à cause de mon obsession pour le succès », dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. « Quand j'ai frappé à la porte de Madame Moreau ce soir-là, j'étais au fond du gouffre. J'avais tout perdu. Et elle m'a ouvert sa porte. Elle, qui n'avait presque rien, m'a donné un toit. Un toit et de la dignité. » Il marqua une pause, les yeux brillants. Quand j'ai entendu ces enfants parler, j'ai vu ce que j'avais été. Un enfant pauvre qui rêvait d'un avenir meilleur. Et j'ai vu ce que j'étais devenu. Un homme riche qui avait tout gâché. J'avais cet argent. Un argent que je n'aurais jamais dû avoir. Un argent qui appartenait peut-être à des victimes de Marc Dufresne. Alors j'ai pris une décision. Plutôt que de garder cet argent pour moi et de continuer à vivre dans le mensonge, j'allais l'utiliser pour aider quelqu'un qui le méritait vraiment. « Et vous considérez que cela justifie vos actes ?» demanda le juge Fontaine. « Non, cela ne justifie rien. Ce que j'ai fait était illégal, mais c'était juste. » Le juge Fontaine referma le dossier. « Nous reprendrons cette audience demain matin. Monsieur Garnier, vous serez placé en détention provisoire. » L'audience est levée. Alors que les gendarmes s'apprêtaient à emmener Philippe, Céline se leva brusquement. « Madame la juge !» Tout le monde se tourna vers elle. Le juge Fontaine fronça les sourcils. « Madame, vous n'êtes pas autorisée à parler ici. »« Je sais, mais je dois dire quelque chose. »« Madame, s'il vous plaît, juste une minute. » Le juge Fontaine hésita, puis hocha la tête. « 1 minute. » Céline s'avança vers le centre de la salle, tremblante mais déterminée. Elle regarda Philippe, puis le juge. « Je ne sais rien au droit. Je ne sais pas comment fonctionne la justice. Mais je sais ce que cet homme a fait pour moi et mes enfants. » Sa voix se brisa. « Je travaille 2 emplois pour nourrir mes enfants. Je me lève à 5 heures du matin et je me couche à minuit. Et malgré ça, je n'arrive pas à joindre les 2 bouts. J'allais perdre ma maison, la maison où j'ai grandi, la seule chose qui me reste de mes parents. » Elle essuya une larme. « Monsieur Garnier a sauvé ma maison. Il a donné à mes enfants des rêves qu'ils croyaient impossibles. Il a fait ça sans rien attendre en retour. Il a fait ça alors qu'il était lui-même au fond du trou. » Céline se tourna vers Philippe. « Je ne sais pas si ce que vous avez fait était légal, mais je sais que c'était humain. Et pour moi et mes enfants, c'était tout. » Le silence régna dans la salle. Même le juge Fontaine semblait ému. Elle se racla la gorge et dit d'une voix plus douce, « Merci, Madame Moreau. Votre témoignage sera versé au dossier. Vous pouvez vous rasseoir. » Céline retourna à sa place. Martin, Sophie et Théo se serrèrent contre elle. Philippe fut emmené hors de la salle. Mais avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois, et il sourit à Céline. Un vrai sourire, plein de reconnaissance et de paix. Le procès de Philippe Garnier devint l'événement judiciaire de l'année. Des journalistes du monde entier vinrent couvrir l'affaire. Des intellectuels débattirent dans les colonnes des journaux. Des philosophes et des juristes s'affrontèrent sur les plateaux de télévision. La question centrale était simple mais insoluble. Peut-on pardonner un crime si l'argent volé a servi à sauver des innocents? Le 15 janvier, le verdict tomba. Philippe Garnier fut reconnu coupable de blanchiment d'argent et de complicité de fraude. Mais compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment le fait qu'il avait agi sous la contrainte émotionnelle d'une détresse extrême et que son geste avait sauvé une famille de la rue, le tribunal décida de lui accorder une peine de 2 ans de prison avec sursis et 300 heures de travail d'intérêt général.
Philippe ne retournerait pas en prison, à condition de respecter les termes de sa peine. Quand le verdict fut annoncé, la salle explosa. Certains applaudirent, d'autres protestèrent, mais Philippe, lui, resta immobile, les yeux fermés, les mains jointes. Il était libre. Le soir du 15 janvier, Céline attendait Philippe devant le tribunal. Il faisait froid, mais elle n'avait pas voulu rentrer chez elle sans le voir. Quand Philippe sortit enfin, accompagné de Maître Leclerc, il aperçut Céline et s'arrêta net. Ils se regardèrent pendant un long moment. Puis Céline s'avança et le serra dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Philippe, surpris, mit quelques secondes avant de lui rendre son étreinte. « Non, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez sauvé. » Ils restèrent ainsi pendant un moment, deux inconnus devenus liés par un acte de générosité incompréhensible. Quand ils se séparèrent enfin, Céline dit « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Philippe regarda le ciel étoilé de janvier. « Je ne sais pas. Recommencer, j'imagine. Trouver un travail. Essayer de redevenir quelqu'un de bien. »« Ah, vous êtes déjà quelqu'un de bien. » Philippe sourit tristement. « Pas encore, mais j'essaie. » Céline fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. « Tenez. Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre. De Juliette, votre fille. » Philippe ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une courte lettre manuscrite. « Papa, j'ai vu les articles, j'ai suivi le procès. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Mais je sais une chose. Tu as fait quelque chose que je ne t'ai jamais vu faire avant. Tu as pensé à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. C'est un début. Si tu veux me parler, mon numéro est toujours le même. Je ne promets rien. Mais je suis prête à écouter. Juliette. » Philippe lut et relut la lettre, les larmes coulant librement sur ses joues. Puis, il regarda Céline. « Comment ?»« J'ai retrouvé son contact sur Internet. Je lui ai écrit. Je lui ai raconté ce que vous avez fait. » Elle a mis du temps à répondre, mais elle l'a fait. Philippe ne put parler. Il serra la lettre contre son cœur et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. 6 mois plus tard, en juillet, Philippe Garnier travaillait comme gérant d'un petit hôtel à Talloires, au bord du lac d'Annecy. Ce n'était pas son empire d'autrefois, juste un établissement modeste avec 12 chambres. Mais c'était honnête, c'était propre, et c'était à lui. Enfin, il le gérait pour le propriétaire qui lui avait donné sa chance, après avoir lu son histoire. Il passait ses week-ends avec Juliette, qui était revenue de Montréal pour quelques mois. Leur relation était encore fragile, pleine de silence et de non-dits. Mais c'était une relation, un début de réparation. Et une fois par mois, Philippe se rendait chez Céline Moreau à Annecy. Il dînait avec elle et les enfants. Martin lui racontait sa sortie à Genève. Sophie jouait du violon pour lui. Théo lui posait 1000 questions sur les dinosaures. C'était devenu une tradition. Une famille étrange, née d'une nuit de désespoir et d'un acte de générosité inexplicable. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur le lac d'Annecy et que les Alpes se teintèrent de rose, Philippe et Céline s'assirent sur le petit balcon de la maison, un verre de vin à la main. « Vous savez ce qui me trouble encore ?» dit Céline. « Quoi donc ? Pourquoi vous l'avez fait ? Vraiment, je veux dire, vous auriez pu fuir avec cet argent, recommencer ailleurs. Mais vous avez tout donné à des inconnus. » Philippe réfléchit longuement avant de répondre. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit le premier soir, quand vous m'avez ouvert votre porte ? » « Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Rien. Vous n'avez rien dit. Vous m'avez juste laissé entrer, sans poser de questions, sans me juger. Vous m'avez donné un toit alors que vous ne me connaissiez pas. » Philippe regarda le lac scintillant. « J'avais passé toute ma vie à croire que l'argent était la seule chose qui comptait. Et puis, en une nuit, vous m'avez montré que j'avais tort. Vous m'avez montré ce qu'était la vraie richesse. Et qu'est-ce que c'est ?» Philippe se tourna vers elle et sourit. « L'humanité, la compassion, le courage de faire ce qui est juste même quand on n'a rien. » Céline sentit les larmes monter. Elle prit la main de Philippe. « Merci d'avoir frappé à ma porte ce soir-là. Merci de l'avoir ouverte. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Deux âmes abîmées qui avaient trouvé, dans le pire moment de leur vie, quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Une raison de croire encore en l'humanité. Et au loin, dans la maison, on entendait le violon de Sophie jouer une mélodie que son père lui avait apprise, portée par le vent d'été comme une promesse que tout, même ce qui semble brisé, peut un jour être réparé.